Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du podcast Dans votre intérêt. Ce projet est présenté par Nicolas Savard, Raphaël Carignan, Vincent Lévesque et Vincent Lavoie. Le premier podcast parlera des habitudes de consommation. Ensuite, le deuxième parlera des investissements et des véhicules de placement. Le troisième, des types d'arnaques et comment s'en sortir. Et le quatrième parlera de comment trouver de bonnes informations sur les finances. Aujourd'hui, nous parlerons des bonnes habitudes de consommation et nous débuterons avec l'importance d'un bon bilan financier et d'un bon budget bien géré. Raph, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Donc, ouais, on pourrait commencer par parler du bilan. Puis même, pour les auditeurs, ça serait pertinent, après mes explications, de prendre 2 minutes pour faire votre propre bilan personnel. Ça va vraiment vous donner un aperçu de votre santé financière globale. Puis ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à garder en tête pour la suite de votre écoute. Donc, en gros, le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un inventaire de vos finances personnelles. Donc, d'un côté, vous mettez vos actifs. Ça, c'est tout ce qui est compte épargne, compte chèque, même la valeur de vos placements. Puis, si vous avez des objets de valeur là-dedans, vous pouvez l'inclure. Comme, mettons, vous avez un char qui vaut 2000$, ben, vous pouvez l'inclure dans vos actifs. Puis, de l'autre côté, vous mettez vos passifs. Donc, ça, en gros, c'est un peu un synonyme de dette. Donc, si vous avez des cartes de crédit pas payées ou des emprunts que vous n'avez pas fini de repayer, dernière étape, vous soustrayez la valeur des passifs de la valeur de vos actifs. Puis ça va vous donner votre valeur nette, qui est en gros la valeur concrètement de combien vous auriez si vous liquidiez tout en cash. Donc, comme je disais, vous pouvez prendre 2 minutes, ça serait pertinent de faire votre propre bilan. Puis, si vous êtes satisfait de la valeur, de votre valeur nette, dans le fond, ben, tant mieux, continuez à écouter. On va vous expliquer peut-être comment être encore plus satisfait. Puis, si vous êtes insatisfait, ben, c'est pas la fin du monde, mais on va vous expliquer peut-être des trucs pour le devenir. Donc, j'avais une petite question, moi, pour Vincent. Je me demandais, qu'est-ce qui différencie un bilan positif d'un bilan négatif? Oui, donc ce qui va venir différencier un bilan positif d'un bilan négatif, ça va être l'épargne qu'on va faire. Donc, l'épargne, on va l'aborder plus en profondeur au podcast 2, mais je vais quand même en dire quelques mots ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épargne, ça consiste à mettre de côté une partie de nos revenus réguliers pour les conserver dans un compte. L'objectif principal d'épargner, c'est généralement de se constituer un coussin qui va être prêt à absorber des situations urgentes et des imprévus qui vont nous arriver. Le but, c'est de répondre à un imprévu sans qu'on aille à utiliser le crédit. Souvent, on peut penser que la carte de crédit va être un bon plan B pour se sortir de mauvaises situations financières, sauf que faut faire attention parce que c'est souvent comme ça qu'un endettement va commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'aider à épargner, il est possible de se mettre plusieurs barrières. Donc, par exemple, on peut enlever le compte d'épargne de sa carte de débit. Souvent, lorsqu'on s'en va payer avec une carte de débit sur une machine, on voit toujours le compte chèque ou compte épargne. On peut faire le choix entre les deux et on peut, auprès de votre institution financière, retirer l'option épargne. Comme ça, vous seriez peut-être moins tenté de payer directement avec l'argent que vous avez épargné. Également, c'est possible de mettre un prélèvement automatique dans votre compte de banque. Donc, si par exemple vous êtes payé aux 2 semaines, vous pouvez faire en sorte qu'à chaque fois que vous recevez votre paye, un certain montant, disons 100$ sur chaque paye, se transfère automatiquement dans votre compte épargne. Comme ça, vous n'avez pas à y penser et vous épargnez tout seul. C'est intéressant de mentionner que épargner, c'est une habitude. Donc, au début, ça peut être très difficile pour vous de dégager un petit montant de votre budget, mais c'est en commençant à épargner tranquillement que vous prenez l'habitude et que ça devient beaucoup plus facile. Souvent, le truc le plus important pour épargner, ça va être d'avoir un bon budget. Raphaël, comment est-ce qu'on a un bon budget? Ouais, donc pour moi, il n'y a pas de secret. Vraiment, le meilleur outil pour favoriser l'épargne, ça va toujours rester le budget. Je dirais surtout pour ceux qui ont tendance à dépenser leur paye à mesure que ça rentre. Donc, le but du budget, c'est vraiment de balancer puis de planifier vos revenus et vos dépenses pour laisser le plus de place possible à l'épargne. Donc, je dirais, une autre chose qui est importante à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme une privation. Donc, il y a beaucoup de gens qui voient le budget comme quelque chose qu'on se prive d'acheter ce qu'on veut, mais je dirais qu'il faut voir ça plus comme un outil de prévision, puis un outil qui nous permet de faire nos propres choix sans se faire influencer par les émotions du moment. Ben, en fait, moi, je me demandais, là, justement, là, tu parlais du budget. Mais comment on fait ça, un budget? Pour faire un budget, en gros, il faut que tu classes tes revenus et tes dépenses. Donc, d'un bord, tu vas mettre tes revenus. Donc, ça, cette partie-là est assez simple. Tu mets tes revenus, par exemple, tes revenus d'emploi, ou si vous avez des allocations, ou etc.
Puis, d'un autre côté, vous mettez toutes vos dépenses. Donc ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il va falloir les diviser en 3 sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est les dépenses récurrentes. Donc ça, c'est les dépenses qui reviennent à chaque mois. Donc ça, si vous avez, par exemple, un forfait, un abonnement au gym, une passe de bus, ben ça, c'est toutes des dépenses qui vont vous coûter le même prix à chaque mois. Vous savez que vous allez dépenser ça. La dernière sous-catégorie, ça serait les dépenses occasionnelles, donc celles que vous faites seulement quelques fois par année. Celles-là sont trop souvent oubliées dans le budget, mais elles peuvent vraiment miner vos comptes épargne si vous oubliez de les inclure. Donc ça serait par exemple tout ce qui est vos livres d'école que vous achetez 1 à 2 fois par année. Sinon votre budget de vacances, sinon des frais d'entretien de char que vous faites quelques fois par année. Puis ce qu'il faut faire avec ceux-là, c'est les additionner pour savoir combien ça vous coûte par année, puis diviser par 12 pour savoir combien il faut que vous gardiez en coussin par mois en prévision de ces dépenses-là. La troisième et dernière sous-catégorie, ça serait les dépenses variables. Donc ça, c'est vraiment les dépenses de la vie de tous les jours. Mettons une estimation de combien ça vous coûte par mois pour aller au resto, pour les sorties, pour le gaz, etc. Donc ça, comme je disais, ça va être un peu plus une estimation ou un objectif de combien vous ne voulez pas dépasser pour ces catégories-là. Donc ça peut être quelque chose d'assez compliqué à faire au début, mais un petit truc, pour ceux qui sont avec Desjardins, vous pouvez aller sur Accéder dans la section Mon budget, Analyse des dépenses. Ça, c'est un outil qui catégorise automatiquement toutes les dépenses que vous faites par carte. Puis ça va vous permettre de voir rapidement dans quelle catégorie vous dépensez le plus. Donc, en résumé, le budget, c'est une liste de vos revenus, puis de vos dépenses pour le mois. Puis, si tout ce qui reste, vous mettez ça dans votre compte épargne. Ok, ben parfait. Mais qu'est-ce qui arrive si un imprévu, ça m'empêche de respecter mon budget? Ben, en gros, là, les imprévus, là, pour ça, on a quelque chose pour se protéger. On a le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, là, c'est un fonds qui permet de répondre à des situations d'imprévus. On l'a vu par exemple avec la COVID, des pandémies, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc, c'est là que notre fonds d'urgence va nous servir à quelque chose parce que des imprévus, ça arrive tout le temps. Par exemple, si votre auto a brise, ben, il vous faut un fonds d'urgence là, pour finalement payer ce bris d'auto. Si vous perdez votre job, ben, ça se peut que vous ayez besoin de piger aussi de l'argent dans le fonds d'urgence. La grosseur du fonds d'urgence, elle dépend vraiment des imprévus possibles. Donc, si vous avez un auto, ben, c'est sûr que vous devez avoir un plus gros fonds d'urgence que si vous n'avez pas d'auto. C'est aussi, il faut qu'il soit liquide. Quand on parle de liquidité, finalement, en finance ou en économie, finalement, c'est de l'argent que tu peux utiliser maintenant. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est accessible. Donc, admettons que tu aurais une contravention parce que tu as roulé trop vite sur l'autoroute, puis que le policier vient à ta fenêtre, ben, il faut vraiment que tu puisses le payer maintenant. Ce qui est conseillé aussi, là, c'est que dans le fond, puisque maintenant vous savez faire un budget, comme Raph vous a expliqué, il faudrait prendre un minimum 6 mois de dépenses budgétées pour faire votre fonds d'urgence. C'est vraiment un strict minimum, mais 6 mois, ce serait vraiment important. Sinon, maintenant, je vais peut-être vous parler d'une affaire qui est en lien finalement avec le fonds d'urgence, l'endettement. L'endettement, c'est quelque chose qui est assez fétiche dans notre société. Fétiche dans le sens où on en parle beaucoup. Donc, finalement, l'endettement, là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tomber dedans parce que l'endettement, c'est beaucoup d'intérêts, beaucoup de frais. Donc, finalement, c'est difficile de s'en sortir parce qu'admettons qu'on est endetté de 100 ben, le mois prochain, on va être endetté de 120 le mois suivant, 150 puis le mois d'après, 190. Donc, c'est vraiment comme une boule de neige qu'on mettrait finalement sur le top du montagne, on la laisserait dévaler. Donc, elle devient de plus en plus grosse, plus en plus de vitesse, puis on n'est plus capable de l'arrêter. Donc, il y a vraiment un gros risque financier à être endetté. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas tomber là-dedans. C'est vraiment mon conseil, puis je pense que c'est le conseil de toutes les personnes qui sont tombées dans des situations d'endettement. En plus, quand finalement il y a de l'endettement, on devient souvent plus stressé un peu, parce que s'il y a un imprévu qui arrive, ben finalement c'est fini. C'est fini pour nous, parce que finalement on a déjà cette boule de neige-là à arrêter. Donc, il y a toujours de la pression consistante à devoir rembourser ce dit endettement. Puis, finalement, ça limite aussi notre autonomie financière parce que quand on est endetté, on peut pas vraiment aller en voyage parce que là, il faut payer notre dette. Donc, c'est sûr, c'est un petit peu plus tannant pour ça.
Donc, par endettement aussi, on parle souvent de carte de crédit. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça que, Nicolas, tu m'expliques finalement un peu c'est quoi le principe de la carte de crédit. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Ouais, ça serait une bonne idée de parler de ça. Parfait, parfait. Ben, tout d'abord, une carte de crédit, là, on va prendre ça simple, c'est une carte de débit avec de l'argent que la banque nous prête. Le supposé crédit, là, en fond, c'est l'argent que la banque nous prête. Dans le fond, c'est un certain montant qu'on a le droit. Par exemple, souvent les jeunes ont des limites de crédit plus basses que les personnes plus vieilles. Par exemple, si vous avez une limite de crédit de 1000 $, c'est 1000 $ que vous avez le droit d'emprunter à la banque pour dépenser. Seulement, ce montant-là doit être absolument repayé. Ce que les banques font, dans le fond, c'est qu'à la fin du mois, ils vous envoient un relevé. Sur ce relevé-là, il est marqué le montant que vous avez utilisé et que vous devez alors rembourser. Mais il y a aussi le montant minimum. Vous n'êtes pas obligé de rembourser au complet votre carte de crédit, seulement le montant minimum qui est affiché. Seulement, il y a aussi des avantages à la carte de crédit. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes en ont. Par exemple, les cartes de crédit permettent d'avoir des retours, que ce soit par exemple de l'argent ou, dans le passé, comme on connaissait tous, des Air Miles qui n'existent plus aujourd'hui. Ce sont, dans le fond, des retours que la banque vous donne pour vous remercier un petit peu de l'utilisation. Ça tourne souvent dans les alentours de 2% de vos achats, là, selon le domaine d'achat. Par exemple, l'essence ou bien l'épicerie et les sorties comme le restaurant, c'est souvent dans les 2%. Donc ça, c'est un avantage. Dans le fond, vous sauvez 2% de vos dépenses. Puis en plus de ça, ça permet de construire un bon dossier de crédit, qui est un dossier, dans le fond, qui représente vos habitudes de consommation, puis comment vous agissez dans la vie. Justement, en parlant de dossier de crédit, ça a vraiment un bon impact dans nos vies, hein, ça impacte plusieurs choses. Puis Raphaël, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon dossier de crédit, puis en quoi que ça résulte? Ben dans le fond, un dossier de crédit, déjà, c'est quoi? Ça contient toute l'info sur votre historique de crédit. Fait que dans le fond, ça serait toute l'info sur les emprunts que vous avez faits. Ça contient la cote des crédits, qui est un numéro à 3 chiffres calculé par un algorithme qui permet de dire au prêteur si vous êtes quelqu'un de fiable ou pas dans votre utilisation du crédit. Ouais, fait que dans le fond, ça sert à faire tous les emprunts pour les gros achats. Donc, si vous voulez emprunter pour acheter un char ou une maison, pour avoir une hypothèque, ça sert aussi des fois quand vous louez un appart, ils vont vous demander votre dossier de crédit pour savoir si vous allez être des locataires fiables ou pas, si vous allez bien payer votre loyer à chaque mois. Puis même, ça peut vous permettre d'accéder à des meilleurs taux d'intérêt ou à des meilleures cartes de crédit. Mais aussi, c'est quoi qui va venir influencer notre code de crédit? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Ben, pour l'améliorer, il faut montrer au prêteur que vous êtes fiable. Comme je disais, donc comment faire ça? Ben, il faut utiliser votre carte de crédit fréquemment, puis il faut bien la repayer à chaque fois. Puis une autre chose à garder en tête aussi, c'est de jamais dépasser, ben, idéalement, il ne faudrait pas dépasser 30% sur sa limite de crédit. Donc, par exemple, si vous avez un plafond de 1000 $ comme Nicolas disait, ben, idéalement, n'utilisez pas plus que 300. Comme ça, vous montrez au prêteur que vous n'êtes pas dépendant du crédit. Puis que vous êtes capable de bien repayer le 300 $ à chaque mois. Fait que dans le fond, c'est mieux d'avoir un plus haut plafond, mais de ne pas tout l'utiliser. Une autre chose aussi qui est la stabilité de logement et d'emploi, qui montre au prêteur que vous êtes quelqu'un de stable. Puis, au contraire, ce qui nuit à votre code de crédit, ben, déjà, pas faire ses paiements, évidemment. Comme Nicolas disait, il faut faire votre paiement minimum à chaque mois. Un autre facteur aussi là, qui aide pour votre code de crédit, c'est le temps. Les banques, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est avec votre dossier de crédit, ils veulent voir si vous êtes fiable, si les prêts vont être rentables avec vous. Donc, si par exemple quelqu'un que ça fait 1 an que sa carte de crédit qu'il l'utilise bien, ne pourra pas avoir une aussi bonne cote que quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il l'utilise aussi bien. Donc, le temps est vraiment votre ami pour votre code de crédit. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos questions et puis qu'il a pu vous aider dans vos finances personnelles. On vous dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast Dans votre intérêt.